Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire du pôle Aerospace Valley qui est dédié aux modalités de financement de l'innovation par la région Nouvelle-Aquitaine à destination de ces entreprises. Donc, je suis Marie-Laure Gouzy, j'interviens au sein du service innovation du pôle Aerospace Valley, plus particulièrement sur le volet des financements nationaux et régionaux. Le webinaire qui va vous être présenté est animé par Philippe Da Silva, qui est sous-directeur compétitivité à la direction de la performance industrielle de la région Nouvelle-Aquitaine. Marc Lecouvet, filière aéronautique, spatiale et photonique, et qui est chef de projet sur l'usine du futur, donc à la direction du développement économique et de la performance industrielle. Et Christiane Mula, également, chargée de mission aéronautique, spatiale et défense à la direction économique et environnement. Donc, ce webinaire, pour information, est enregistré et sera disponible d'ici quelques jours. Enfin, vous recevrez un mail de remerciement de participation et vous aurez le lien qui vous sera communiqué pour aller, vous pourrez le revisionner sur la chaîne YouTube du pôle. Et vous aurez également dans le lien les supports de présentation qui vont être faits maintenant. Donc, ce webinaire est prévu sur la base d'une présentation d'une grosse trentaine de minutes. Le temps restant sera dédié aux questions. Donc, les questions se font par l'intermédiaire du module questions de l'outil GoToWebinar. Les questions sont uniquement vues par les organisateurs. Donc, c'est moi qui les relayerai à nos intervenants et je vous invite à vraiment me les faire parvenir au fil de l'eau pendant la présentation. Une dernière précision, ce webinaire est dédié vraiment aux outils de financement de l'innovation. Il ne sera pas question des mesures d'aide d'urgence spécifiques à la crise Covid qui ont déjà donné lieu à des webinaires précédemment. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver ces webinaires sur la chaîne YouTube du pôle. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Philippe Da Silva qui va commencer cette présentation. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il m'a été demandé d'intervenir sur le soutien de la région au bénéfice des entreprises industrielles ou de services à l'industrie, et plus particulièrement le soutien en matière de projets d'innovation. Donc, peut-être un propos liminaire sur la compétence qui est celle de la région. Donc, la région est une collectivité qui exerce son rôle de chef de file en matière de développement économique sur l'ensemble du territoire néo-aquitain. Donc, la mise en œuvre du soutien au développement économique et la transcription d'une réflexion qui a été menée dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation des entreprises, qui a été déclinée ensuite, les 9 enjeux de cette stratégie ont été déclinés ensuite dans un règlement d'intervention qui a été adopté en 2017 et puis amendé qui a été adopté fin 2016, pardon, puis amendé en 2017. Donc, l'objectif pour la région, c'est d'accompagner les entreprises qui sont présentes sur son territoire, notamment sur l'un des volets ou sur l'un des axes qui se révèle être différenciateur pour les entreprises, qui est l'axe innovation, peut-être aux côtés d'un autre axe qui est important, qui est le développement à l'international des entreprises. Et puis un autre axe aussi qui sous-tend un peu l'ensemble aussi des autres axes ou des enjeux majeurs, qui est la transformation numérique des entreprises pour qu'elles puissent tirer pleinement parti ou profit des potentialités du numérique dans leur activité, et notamment au niveau de l'évolution de leur business model. Donc, en matière d'innovation, comme je l'ai indiqué, c'est un vecteur de différenciation important pour les entreprises. Et c'est un facteur de compétitivité important pour celles qui sont présentes sur le territoire. Donc, on est amené à travers cet axe à soutenir les entreprises du secteur industriel au sens large et peut-être plus particulièrement des entreprises du secteur aéronautique qui constituent un gisement de compétences et d'emplois qui sont source de création de valeur sur le territoire. La région, pour y parvenir à adapter ces outils de financement qui vont aussi bien de l'aide au conseil, de l'aide à l'investissement, de l'aide au recrutement, de certains profils de cadres, du soutien aux projets innovants, de l'aide à l'internationalisation des entreprises, bien évidemment en tenant compte de l'écosystème présent sur le territoire, qu'il s'agisse des pôles, des clusters, qu'il s'agisse aussi des agences de développement ou des réseaux consulaires, etc. En matière d'attente de la région, ce qu'elle souhaite avant tout
au-delà du dossier que les entreprises sont amenées à renseigner, c'est avant tout que les dirigeants puissent bien définir leur stratégie de développement. Hein, c'est ce qui nous importe pour éviter d'orienter les projets ou les demandes sur des outils qui ne seraient pas forcément appropriés. Donc, ce que l'on souhaite avant tout, c'est, j'insiste là-dessus, c'est d'avoir une vision claire du développement de l'entreprise et de sa stratégie. Donc, c'est sa projection à 2-3 ans, voire plus pour certaines, de façon à pouvoir après objectiver l'accompagnement qui est celui de la région et puis à utiliser les outils qui sont le plus appropriés à cette démarche. Donc, ce que l'on souhaite, en d'autres termes, c'est un projet d'innovation qui est contextualisé pour identifier les enjeux, c'est d'identifier les enjeux pour l'entreprise en lien avec la stratégie que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ce qui va être important pour vous dans un premier temps, quand vous saisissez la région sur la base d'une lettre de demande d'aide, c'est d'essayer de commencer à identifier les grandes lignes de ce projet, les verrous, les sauts technologiques, les moyens que vous allez mobiliser, le calendrier, le budget, dans les grandes lignes. Ensuite, le process en tant que tel de l'instruction qui est menée par la région, c'est sur la base d'une lettre de saisine ou lettre de demande d'aide qui doit être donc antérieure à la date de démarrage du projet pour qu'on puisse prendre en compte les dépenses à partir de cette lettre de saisine, quelle que soit la décision qui sera prise ensuite par les élus lors du vote en commission permanente. Donc, il y a cette lettre de demande d'aide. Il y a un dossier qui vous est adressé pour vous permettre de présenter et la stratégie de développement d'entreprise et le projet de R&D en tant que tel. Ce dossier est à retourner à la région. Il est examiné par le chargé de mission qui intervient sur le territoire correspondant en lien avec les collègues en charge des filières et de la filière aéronautique. Suite à cet examen, donc, il y a une proposition technique qui est formulée, qui est inscrite à l'ordre du jour d'une commission permanente qui se prononce ensuite sur le vote donc de l'aide correspondante. Suite au vote en commission permanente, un contrat est rédigé précisant précisant donc les engagements qui sont pris par les parties, donc à la fois l'entreprise et la région. Et puis sur la base de ce contrat, donc le cadencement des versements de l'aide sont programmés. Et ensuite, donc les acomptes et puis les différents acomptes sont versés et il y a un suivi qui est réalisé de façon à voir concrètement ce que ce projet apporte à l'entreprise et au territoire, à l'écosystème. Ensuite, sur la typologie des aides mobilisables, essentiellement sous forme de subventions au niveau de la région, donc on peut, quand on est sur des phases d'amont, procéder ou examiner une aide au conseil, notamment sur des phases de faisabilité, donc avec un taux que vous trouvez sur le support qui peut aller jusqu'à 70%. À chaque fois, j'ai indiqué les taux maxi. Il peut y avoir aussi des aides aux investissements en fonction de la taille et de la localisation de l'entreprise. Donc, on est plus sur l'investissement productif, matériel, immatériel. Il y a un soutien aux projets innovants qui peut aller de 25 à 45%, toujours en fonction, cette fois-ci, de la taille de l'entreprise. Une aide au recrutement, c'est plus spécifiquement pour les cadres R&D. Et puis, bon, j'y ai indiqué également les cadres export où il y a un montant un peu supérieur pour le développement à l'international, mais les responsables R&D, c'est en général 50% du salaire brut chargé sur la première année, sachant qu'on va plutôt sur des fonctions de cadre encadrant, hein, donc avec une équipe, avec une personne qui est amenée à chapeauter une équipe. Donc l'instruction. Philippe, excusez-moi. En fait, on est toujours sur le slide attente de la région. On n'a pas changé de slide. Pardon, parce que vous voyez mon écran. Voilà. Excusez-moi, vous voyez l'autre écran. Je suis désolé. Donc sur les taux, les aides mobilisables, voilà, vous avez les taux et puis la présentation. Excusez-moi, j'étais sur le mauvais écran. Et sur l'instruction, j'en étais. Donc là, vous avez les taux. Donc on va bien évidemment, alors je vous ai mis des taux sur le soutien aux projets innovants de 25 à 45%, et puis des taux qui peuvent être majorés quand il s'agit de projets collaboratifs, donc impliquant à minima une autre PME, voire un labo, etc.
De toute façon, mon chargé de mission est à même de vous épauler et de procéder à l'ingénierie, enfin, à une optimisation de l'ingénierie. L'objectif pour vous, c'est réellement de vous focaliser sur le projet en lui-même et la stratégie de développement. Après, charge à la région d'essayer d'optimiser l'accompagnement. Donc l'instruction, ce que je vous disais, pardon, c'est que l'instruction doit permettre de s'assurer la capacité de l'entreprise à porter le projet, notamment sur le plan financier, l'effet de levier, et puis est également apporter une attention toute particulière aux retombées de ce projet sur le territoire, sur la filière, etc. Ce que je viens de dire en l'occurrence, donc les objectifs de la région, favoriser la croissance de l'entreprise en contribuant à la mise sur le marché du produit, du service, donc on est attentif au end user, au fait qu'il y ait des applications et qu'il y ait une commercialisation qui puisse être assurée dans la foulée, contribuer au développement de l'emploi, faciliter l'émergence d'offreurs de solutions et puis permettre les collaborations sur le territoire. Voilà, c'est à l'aune de ces éléments-là que la région définit ses modalités d'intervention et puis essayer d'optimiser l'accompagnement qui est celui de la région, en tenant compte aussi parfois de la récurrence des aides au bénéfice de certaines entreprises. Et puis, ce qu'il est important de dire, c'est que bien évidemment, cette action régionale s'inscrit également dans des programmes plus structurants, puisque l'aide à la R&D est un axe de développement, d'accompagnement, comme je l'indiquais en préambule. Mais avant tout, on essaie de donner du sens aux outils qui sont mobilisés par la région, en essayant de, si je devais y mettre, pour prendre une image, si je devais structurer la démarche d'accompagnement de la région, je dirais qu'il y a des outils type croissance premium ou accélérateur qui permettent d'avoir une vision 360 de l'entreprise et une vision de son développement stratégique. Et après, en descendant les étages intermédiaires, on va y retrouver les outils que j'évoquais. Après avoir identifié les leviers de croissance, on peut travailler l'un des outils qui est celui de la R&D, mais on peut travailler aussi celui de l'organisation industrielle, pour ne prendre qu'un exemple qui vous sera précisé en suivant et qui s'inscrit dans le programme régional Usine du Futur. Donc, vous retrouvez les programmes. Croissance Premium Accélérateur, ce serait le premier niveau, cet étage supérieur que j'évoquais. Puis après, il y a des leviers identifiés. Ça peut être le développement international, l'export et d'autres thématiques, le développement commercial, la transmission, s'il y avait un projet de transmission entreprise, etc. Et puis, ça peut être ensuite décliné dans des logiques un peu plus fines que le programme régional Usine du Futur, ensuite avec un certain nombre de parcours d'organisation industrielle management, de fabrication additive, etc. etc. Donc l'objectif de la région à travers ces outils ou ces programmes structurants, c'est de réellement favoriser la croissance des entreprises à potentiel sur son territoire, mais plus largement les entreprises présentes sur l'ensemble du territoire néo-aquitain. On a parfaitement conscience qu'on est qu'on est en présence d'une économie mondialisée, qu'il faut souvent faire face notamment à une concurrence régionale, suprarégionale, supranationale, voire mondiale. Donc on est vigilant à ce que la crise actuelle nous amène à intensifier l'action aussi et à faire en sorte de conserver des savoir-faire sur le territoire et notamment des savoir-faire industriels. Donc ensuite, donc il y a une équipe, bien évidemment, ça se fait à travers des moyens humains au niveau de la région avec toute une équipe. Donc j'ai repris quelques collègues, sachant qu'on va retrouver un chargé de mission à minima par département en se fondant sur le découpage administratif départemental. Donc pour la Gironde, pour ne citer que ce département-là, on retrouve deux chargés de mission. Olivier Dessat qui intervient sur le territoire de la Gironde, Bordeaux Métropole, et Céline Auger-Thomas qui intervient sur celui de la Gironde hors Bordeaux Métropole, mais on retrouve ensuite en fonction de vos localisations respectives un chargé de mission qui est à même de vous guider dans vos démarches. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous ne connaissez pas votre chargé de mission référent, de façon à pouvoir vous accompagner dans cette démarche et dans vos projets, notamment d'innovation. Donc, et moi-même, donc vous avez mes coordonnées, le cas échéant, si vous souhaitiez revenir vers moi par la suite, il
Il n'y a pas de souci. Voilà pour ce qui est du soutien aux projets innovants. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. Alors, il y a pour l'instant une question, mais qui est très très précise. Oui. Est-ce qu'un consultant faisant office de DG pendant une année en vue d'aider à restructurer la stratégie d'une entreprise est éligible à une aide? Bah, c'est l'entreprise qui va être éligible à une aide. Mais c'est quoi le consultant? C'est quoi? C'est pour l'intervention de sa mission? C'est pour sa mission? C'est ça la question? Mais en fait, c'est avec la société qu'il a signé un contrat, je suppose, voilà, pour effectivement, dans le cadre de sa mission, assurer les fonctions de DG pour restructurer la stratégie. Bon, de toute façon, pour ce genre de questions, moi, je peux éventuellement faire le relais et vous mettre en Oui. contact directement. Ça sera peut-être le plus simple sur des questions très spécifiques comme celle-ci. Ouais, C'est aussi l'idée de ce webinaire. Ouais. parce qu'après, il faudrait voir précisément ce qu'il y a derrière la question. C'est s'il s'agit d'une mission de prestation d'un collaborateur qui est recruté via un cabinet, bah, c'est peut-être la mission, la prestation du cabinet qui sera soutenue par la région. Après, si c'est parce que là, on est en présence d'un CDD. Nous, l'objectif, c'est de pouvoir contribuer au recrutement d'emplois pérennes. Donc, ce serait plutôt un cadre structurant et un cadre recruté sous forme de CDI. Mais bon, à voir. Après, il y a ce projet en l'occurrence, il y a peut-être d'autres projets au sein de l'entreprise qui sont susceptibles d'être accompagnés. Écoutez, je vous propose, merci pour la réponse, je vous propose de... j'ai une autre question qui arrive. Doit-on se déclarer pour croissance premium et dans quel sens se fait l'identification? Donc, alors au niveau de croissance premium, il y a un travail d'identification des entreprises qui a été effectué par, bon, je ne l'ai pas dit, mais il s'agit d'un programme partenarial qui implique à la fois le réseau consulaire, donc les CCI, l'Agence Aquitaine Développement Innovation et la région. Donc, l'identification, elle se fait par ces entités-là. Il peut y avoir tout à fait de nouveaux entrants. Ils doivent se faire connaître et on fait en sorte de les intégrer si les entreprises souhaitent entrer pleinement dans la démarche. Il n'y a pas de. Après, on prend les entreprises d'une dizaine de salariés et qui ont. Alors à la base, c'était qu'il y avait un potentiel de croissance. Ça restera le cas, mais on est obligé de revoir un peu nos critères dans la mesure où on a été rattrapé, impacté par le Covid-19. Donc on est amené à être vigilant sur la sélection et être peut-être un peu plus ouvert qu'on n'aurait été par le passé. Mais après, il n'y a pas de lien de nécessité réellement à entrer dans les parcours. On le souhaite pour les dirigeants qui souhaitent être accompagnés, mais on n'en fait pas non plus une condition exclusive. Ça ne nous empêchera pas d'accompagner un projet de R&D d'une entreprise qui ne serait pas impliquée pour une raison ou une autre dans l'un de ces programmes ou croissance premium ou accélérateur. Merci. Alors, une question plus générale, on va dire, sur les projets d'innovation et qui nous intéresse particulièrement, n'est-ce pas? Puisque comment sont abordés les projets labellisés Aerospace Valley qui sollicitent les deux régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine? Donc, tel qu'on a pu le faire par le passé, en général, il y a une instruction qui se font de part et d'autre et s'il s'agit de projets collaboratifs, chaque entité ou chaque collectivité est amenée à examiner, à se prononcer via ces instances que sont les commissions permanentes. Donc, ça change, je dirais, rien à la façon d'accompagner les projets en tant que tels. Merci. Une autre question. Donc, avant de compléter un dossier de demande d'aide, qui peut-on consulter pour avoir un premier avis de recevabilité? Le chargé de mission du territoire. Et ce que peut faire l'entreprise, c'est quelque chose d'assez simple. Il peut y avoir, ne serait-ce qu'à travers un mail, quelques informations de base. Quand je dis un mail, c'est une à deux pages. C'est un rapide historique, si tant est qu'on ne connaisse pas l'entreprise, mais c'est un rapide historique, c'est l'organisation capitalistique, c'est après le savoir-faire, le positionnement de l'entreprise, donc son activité, son marché, ses chiffres clés, le projet en quelques mots, le projet de R&D tel qu'il est envisagé, et puis de quelle façon il s'intègre dans la stratégie de développement de l'entreprise, les sauts techno ou les verrous technologiques qui sont identifiés dans un premier temps, et puis
s'il y a un calendrier, un budget, voilà, c'est ce qui est après attendu de la région dans un premier temps. Ça peut se faire assez simplement. Et après, le chargé de mission intervient et reprécise les modalités pratiques de l'entreprise. Les modalités pratiques d'intervention, pardon, à l'entreprise. Merci. Une autre question, une ETI de 500 personnes, filiale d'un grand groupe, est-elle considérée comme un grand groupe en termes de taux de soutien? Oui. Au sens communautaire du terme, une ETI, c'est pas reconnu sur le plan européen, hein. C'est une typologie d'entreprise qui découle d'une vision française au niveau de l'encadrement communautaire. C'est 0 à 250, 250, enfin c'est de 0 à 50, pardon, 50 à 250 et au-delà de 250, donc considéré après comme grande entreprise. On regarde, c'est le niveau de détention et après il y a une consolidation qui se fait automatiquement. Donc elle sera considérée comme entreprise. D'accord, merci beaucoup. Donc à ce stade-là, je n'ai pas de questions supplémentaires, donc je propose peut-être de passer. Ah si, il y a des questions qui arrivent, excusez-moi. Donc y a-t-il un modèle de document pour déposer le dossier, en particulier pour les sujets d'innovation dans le cadre d'usine du futur? Donc Non, ça va peut-être arriver. Il y a la saisine que j'évoquais tout à l'heure, la lettre de demande, avec les informations un peu classiques que j'évoquais entre une présentation rapide de l'entreprise, sa localisation, la nature du projet, un calendrier, un budget et le niveau de l'aide attendue par la région. Donc c'est une lettre de demande qui est formalisée. Et puis ensuite, il y a un dossier de demande d'aide qui est transmis. Alors, on ne souhaite pas, ça c'est dans nos pratiques, on ne souhaite pas transmettre les dossiers de demande d'aide avant parce qu'on souhaite s'assurer qu'on intervient sur le bon dispositif, donc en tenant compte de la stratégie de développement d'entreprise. C'est surtout pour éviter d'avoir à gérer de la frustration. Si l'entreprise se jette directement sur un projet ou sur un dossier et complète le dossier, s'il s'avère que pour une raison ou pour une autre, le projet n'est pas éligible, on souhaite s'éviter ça. C'est une perte de temps pour tout le monde. Ok, et parce que là, la question allait au-delà de ça et Oui. par rapport à, existe-t-il une sorte d'appel à projet ainsi que les descriptions des modalités attendues en taille de consortium, en montant maximum de demandes, des choses comme ça? Non, on prend les projets au fil de l'eau, sauf quand il y a des AMI un peu spécifiques, il peut y avoir des appels à manifestation d'intérêt, mais sinon on les prend réellement au fil de l'eau. Merci. Et donc, j'ai une dernière question qui me sert impeccablement à faire la transition, puisque c'est peut-on en savoir un peu plus sur le programme Usine du futur? Donc, Ça tombe bien, on va laisser la parole à Marc. Marc. Oui, bonjour. Alors, merci Philippe, merci pour la transition. Donc effectivement, moi je vais vous parler donc du programme Usine du futur, tout à fait, je vois la page de garde arriver. Donc concrètement, le programme Usine du futur, donc c'est un programme régional donc en faveur de la modernisation de l'outil de production, de la transformation numérique des entreprises industrielles qui s'appuie sur leur richesse humaine. Le programme existe en fait depuis 2014. Attends, je suis toujours au début là. Le programme existe en fait depuis 2014 et se veut être en fait une réponse concrète au diagnostic initial du retard français en termes d'équipement et d'intégration des technologies de production à l'ère du numérique. L'action du programme Usine du futur donc vise donc à remédier à ce retard de façon à ce que les entreprises donc trouvent de l'appui pour gagner en compétitivité. Donc l'usine du futur en Nouvelle-Aquitaine est une évolution de l'organisation et des pratiques managériales. L'intégration des technologies aussi produit donc une mutation sociale et organisationnelle au sein de l'entreprise, avec une évolution des métiers, des compétences, l'apparition de nouveaux outils, de nouveaux profils, voire même la redistribution des responsabilités. Les entreprises ont donc besoin d'appui pour conduire ce changement auprès des équipes, pour qu'il soit accepté et faire évoluer, l'organisation et le portefeuille de compétences de l'entreprise pour tirer le meilleur parti de ces technologies. Donc ce programme Usine du futur existe depuis 2014. Il se trouve que, donc ça c'est la page suivante, il se trouve que l'État, en 2018, en fait, le gouvernement a lancé, je dirais, un plan d'accompagnement de 10 000 entreprises industrielles supplémentaires jusqu'à 2022. En fait, le gouvernement, tout simplement, donc, participe au financement de ces accompagnements à part égale donc, avec les régions.
Étant donné la forte demande des entreprises sur le territoire néo-aquitain pour bénéficier de ce programme Usines du futur, la région Nouvelle-Aquitaine a donc relevé ce défi, accepté de contractualiser avec l'État l'accompagnement de 900 entreprises supplémentaires d'ici à 2022. Donc on en a fait déjà 600 depuis 2014, avec des marchés qui se terminent aujourd'hui en 2020. On relance de nouveau le programme Usine Future 3e génération 2020-2022 pour 900 entreprises supplémentaires. Succinctement, je dirais que pour l'entreprise, donc ça, comme dirais-je, il n'y a pas de reste à charge, c'est entièrement pris en charge par la région Nouvelle-Aquitaine avec un cofinancement de l'État. L'accompagnement et a priori pour cette phase de diagnostic sera d'une durée maximum de 8 jours et demi, couvrant plusieurs thématiques. Je vais y revenir par la suite. Et la typologie, je dirais, d'entreprises visées, ce sont des entreprises industrielles, on va dire, donc installées sur le territoire néo-aquitain, donc qui fabriquent sur le territoire néo-aquitain, on va dire avec au minimum 10 salariés. On pourra certainement abaisser le cut, la barrière, voilà, pour peu que l'entreprise soit à forte croissance. Diapo suivante, donc nous avons listé en fait toute une série de thématiques. Le diagnostic individuel donc de la chaîne de valeur de l'entreprise va s'appuyer sur différentes thématiques que sont la stratégie numérique de l'entreprise sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, la performance industrielle cette fois-ci de l'organisation, la modernisation des outils de production à l'ère du numérique, l'usine durable et l'innovation sociale, qualité de vie au travail. Faut pas oublier que derrière le DIAC, donc, la région Nouvelle-Aquitaine choisit sur marché public alors un prestataire qui va intervenir, ou un groupement d'ailleurs de prestataires experts pour réaliser ces diagnostics. Donc cette phase-là est en cours d'instruction pour le nouveau marché 2020-2022 par la région Nouvelle-Aquitaine, et nous aurons, donc c'est en cours d'instruction, nous aurons arrêté en fait notre choix d'ici fin mai, début juin. Donc pour l'instant, le futur prestataire n'est pas encore choisi. Point important, donc concernant l'usine durable, cette thématique usine durable donc s'inscrit dans la feuille de route Néoterra qui a été votée par la région Nouvelle-Aquitaine en 2019, feuille de route donc qui est dédiée à la transition énergétique et écologique, qui fixe notamment 11 ambitions. Alors pour l'industrie typiquement, c'est la réduction de la consommation d'eau via l'amélioration des procédés, c'est accompagner par exemple les entreprises qui sont électro-intensives. C'est même tendre vers une région numérique à 100%, mais avec une énergie durable et s'assurant de la sobriété, on va dire, numérique. Donc, sur cette page-là, donc vous voyez qu'il y a 5 thématiques. Le diagnostic, donc, usine du futur a une double vocation. D'une part, donner une feuille de route à une entreprise qui rentre dans le dispositif pour se transformer vers une usine donc plus compétitive, plus agile, plus souple, plus durable et plus humaine. Et par ailleurs, c'est aussi l'occasion pour la région Nouvelle-Aquitaine en fait d'obtenir un panorama des besoins des entreprises diagnostiquées sur son territoire afin de compléter et d'améliorer nos dispositifs d'accompagnement afin d'accompagner les entreprises effectivement vers leur modernisation. Dernier point, l'idée c'est pas de tendre vers du one shot, c'est ce que je vais montrer par la suite, à savoir qu'à chaque entreprise donc est nommé également un référent. Ce référent est tout simplement, on va dire, le point d'entrée vers la région Nouvelle-Aquitaine pour l'entreprise considérée. Alors ça peut être un chargé de mission. Philippe a montré les noms d'Olivier Dossat par exemple ou de Céline Auger-Thomas sur le département du 33. Ça peut être aussi des chargés d'affaires de l'agence ADI sur le territoire néo-aquitain. Donc le référent a pour rôle donc d'accompagner, guider, conseiller, orienter dans sa démarche de modernisation donc l'entreprise dont il a la charge, l'entreprise qu'il a en portefeuille. Et encore une fois, j'insiste, ce sont des référents par territoire, par département. Nous couvrons, avec notamment l'agence ADI, nous couvrons bien entendu tout le territoire néo-aquitain. Il y a des référents, des chargés de mission région, des chargés d'affaires de l'agence dans tous les départements de la région Nouvelle-Aquitaine. Diapo suivante. Les thématiques abordées. Alors, j'ai glissé cette diapo parce qu'en fait, effectivement, l'usine du futur, on en parle depuis 2014. Alors, il peut y avoir peut-être
questions par rapport à ce qui a été fait avant, ce qu'on va faire demain, où est-ce qu'on en est? En fait, il y a eu 3 marchés publics successifs, 2014, 2016, 2017, 2019 et donc le nouveau 2020, 2022. La première tranche donc a été menée par le cabinet POP à l'époque sur 300 diagnostics. À l'époque, ils étaient plutôt focalisés sur la performance de l'organisation industrielle et assez peu finalement sur les technologies liées à la production à l'ère d'usine connectée et l'usine durable. 2017-2019, donc enfin, en l'occurrence c'est 2017-2020. Aujourd'hui, donc c'est le cabinet OPO qui s'est associé en partenariat avec le CETIM et 2 autres cabinets experts environnementaux, donc qui a gagné le marché. Le diag actuel, de nouveau, est focalisé sur la performance d'organisation industrielle, avec effectivement des thématiques un peu plus renforcées, en ce qui concerne donc la stratégie, les technologies liées à la production à l'ère de l'usine connectée, l'usine durable et l'usine durable. Ce marché-là actuel s'achève fin du premier semestre 2020, donc d'ici juin. La crise du Covid a perduré un petit peu le calendrier, mais globalement, d'ici l'été, ce marché sera achevé. Et donc, on se projette sur le nouveau marché 2021-2022 pour lequel le prestataire n'est pas encore choisi, mais pour lequel nous avons donc réalisé un CCTP, pour lequel nous avons effectivement renforcé les volets technologie de production, usine durable, on va dire stratégie économique et commerciale et surtout stratégie numérique. Alors, diapo suivante, s'il te plaît. Alors, comment se passe le diagnostic usine du futur? Ici, vous voyez que globalement, on peut dire qu'il y a 3 étapes. La première étape, alors porte sur un AMI. L'AMI, ça a été évoqué. L'AMI, c'est tout simplement donc un appel à manifestation d'intérêt où l'entreprise intéressée candidate sur le site Usine du Futur. Je vous donnerai le lien à la fin. Sa candidature donc est ensuite étudiée, retenue. Un diag doit être effectué. Donc, ceci sont les chiffres donc pour le nouveau marché qui va démarrer à partir de l'été 2020. Donc, suivant les 5 thématiques que je vous ai exprimées tout à l'heure, organisation industrielle, usine connectée et technologique, usine durable, management et richesses humaines et stratégie numérique. Ceci est entièrement pris en charge par la région de Nouvelle-Aquitaine avec le cofinancement de l'État et on tend vers, on va dire, 8 journées et demie max. Alors, suivant les typologies d'entreprise, pour les TPE, PME de 10 salariés, bien entendu, le chiffre sera moins, le nombre de jours d'accompagnement sera moindre. Au terme de ces jours de diag, un livrable donc avec des plans de progrès est donc agréé entre le dirigeant, le cabinet qui sera retenu et le référent dont je vous parlais, de la région de Nouvelle-Aquitaine ou de l'agence ADI, de façon à ce que le dirigeant et son équipe puissent se projeter sur un plan d'action pour les mois à venir. Troisième étape éventuelle, des parcours d'approfondissement sont également disponibles et existent. En général, ces parcours d'approfondissement durent de 3 à 12 jours. Il y a également donc 2 jours de formation en général qui sont inclus dans le package. Certes, il y a une contribution de la région Nouvelle-Aquitaine, toutefois, donc il y a un reste à charge, entre 2 à 6 kilos, qui reste à la charge de l'entreprise. Diapo suivante. Donc, les parcours qui existent aujourd'hui, j'en ai listé 5. Donc, vous avez celui dédié à l'organisation industrielle et management, 3 autres qui sont plutôt technologiques, notamment celui qui est dédié à la fabrication additive, celui qui est dédié à la robotisation, cobotisation, automatisation. Alors, un qui est dédié à l'usine durable sur des thématiques d'énergie, déchets, éco-responsabilité, eau. Le petit dernier, donc, c'est celui qui se nomme traitement des données de production. Son petit nom de code, c'est DataBoost, que nous lançons ce mois-ci et qui est dédié justement à des entreprises qui souhaiteraient effectivement optimiser, raffiner leurs données de production pour améliorer leur process. C'est un dispositif donc que nous opérons avec la CCI, comme vous pouvez le voir, plusieurs parcours sont opérés par la CCI, en partenariat par exemple avec le CETIM dans ce cas précis, l'association Captronic et des offreurs de solutions telles que Siemens, Schneider, voire Dassault Systèmes. Donc ces parcours, globalement, vous voyez qu'il y en a 5. Typiquement, on cherche entre 50 et 60 entreprises à accompagner par dispositif. Certains existent déjà depuis certaines années. Par exemple, le robotisation, on en est à la deuxième
deuxième génération. C'est un dispositif qui existe depuis 2015. Donc encore une fois, vous rentrez par le diagnostic, j'aurais dit un petit peu générique, pris en totalité à 100% en charge par la région Nouvelle-Aquitaine, et éventuellement, suivant la feuille de route que vous avez agréée avec le cabinet, suivant le plan d'action qui a été défini, vous pouvez ensuite bénéficier de ce type de parcours, sachant que l'idée ici, c'est véritablement d'accompagner, de dérisquer finalement le projet industriel prioritaire du dirigeant. Il s'agit véritablement de lever les verrous, de lever les risques financiers et de garantir, entre guillemets, si on peut garantir, que le dirigeant s'engage dans une voie, je dirais, qui est pérenne, avec un point d'équilibre en termes d'investissement qui est réaliste par rapport donc aux problématiques qu'il a soulevées par rapport au projet industriel qu'il a en tête. Diapo suivante. Donc ici, un rapide retour finalement sur ce que représente, ce que pèse finalement le dispositif Usine du Futur depuis 2014 déjà. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a 600 entreprises qui ont été retenues pour ce diagnostic de compétitivité. Bon, concrètement, effectivement, vous voyez à gauche 554 diagnostics effectués. Les 46 derniers devaient se dérouler là au printemps 2020. Bien entendu, voilà, le Covid a quelque peu bousculé les agendas et mis en stand-by certaines actions. Bon, quoi qu'il en soit, ces 46 entreprises seront diagnostiquées là au plus tard dans le courant de l'été, peut-être de l'automne. Donc, sur la base donc, des 550 diag effectués, sachant en tout cas que 958 dossiers d'aide ont été instruits. Pour faire le lien avec ce que expliquait Philippe précédemment, quand je parle de dossiers d'aide instruits, je pense effectivement des aides dédiées aux conseillers d'entreprise, des aides dédiées à la formation des salariés, des aides au recrutement, à l'investissement matériel, des aides à l'innovation d'une façon générale. Ces 958 dossiers représentent à peu près 300, on va dire, un petit 400 entreprises industrielles aidées. Pour la filière aéronautique, ça veut dire 80 pure players de l'aéronautique en Nouvelle-Aquitaine qui ont été soutenus, qui sont passés au travers de ces dispositifs Usines du Futur. En termes, cette fois-ci, de volume financier, alors au total, la région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui a voté 116 millions d'euros d'aide individuelle, pour pas dire à 95%, plus de 90%, 95%, c'est de la subvention, ce qui correspond à 522 millions d'euros d'investissement dans les entreprises. Pour, encore une fois, j'ai isolé ici les chiffres pour l'aéro, enfin, concernant les adhérents donc d'Aerospace Valley, cela représente effectivement 32 millions de subventions qui ont été votées pour 80 entreprises qui elles-mêmes ont investi à peu près 141 millions d'euros. Donc tout ça pour dire quoi? Qu'encore une fois, vous rentrez par le dispositif Usine du Futur, vous candidatez, et vous voyez qu'après, au travers des accompagnements, des plans d'action, au travers des différents parcours, vous pouvez mobiliser, en fonction des besoins, des aides adaptées effectivement au plan d'action qui aura été agréé avec le cabinet dont je parlais précédemment. Donc il y a véritablement un continuum d'accompagnement depuis la phase le dépôt, la réponse, la candidature à l'AMI, jusqu'à effectivement un accompagnement, je dirais, temporel dans le temps, puisque finalement ces dispositifs d'aide ont été votés, je dirais, 6 mois, 1 an, 18 mois, 24 mois, par exemple, après le diag Usine du Futur. Donc, c'est véritablement un continuum d'accompagnement. Il ne s'agit pas, encore une fois, je le répète, d'un one-shot. Diapo suivante, je vais, je pense, terminer. Oui, sur les liens. Alors maintenant, comment on fait pour entrer dans le dispositif Usine du Futur? Alors, ce qui n'est pas très clair, vous verrez sur le site, c'est le calendrier. Initialement, donc c'est ce que vous verrez sur le lien dossier de candidature à retirer sur donc le site Les Aides Nouvelle-Aquitaine. Bon, vous verrez que est affiché les dates de l'AMI actuelle. Donc je répète, pour le programme Usine du Futur 3e génération 2020-2022, on était censé recruter la première cohorte durant le mois d'avril 2020. La crise du Covid bouleversant le calendrier, bouleversant pas mal de choses. Donc on a décidé effectivement de reporter finalement ce recrutement de cette première cohorte pour le marché 2020-2022 à l'automne, donc à la rentrée 2020, donc sur août-septembre 2020. Donc quoi qu'il en soit, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site web.
retirer le dossier de candidature qui est en 2 parties. Vous verrez qu'il y a un fichier Word et un fichier Excel. Donc, ce sont ces 2 éléments à nous retourner. Alors, dit comme ça, je vous rassure tout de suite, vous verrez que le document en tant que tel n'est pas complexe ni vraiment fastidieux. Hein, c'est assez simple. Mais voilà, il a 2 parties, notamment pour le volet usine durable, la feuille Excel. Ce sont quelques datas par rapport à vos consommations électriques, vos consommations en termes d'eau, voilà, qui nous intéressent pour pouvoir voilà, répondre, comme dirais-je, très précis après sur l'accompagnement sur le sujet usine durable. Donc, n'hésitez pas à retirer votre dossier de candidature, remplissez-le, et dans ce cas-là, vous pouvez le renvoyer à l'adresse email qui est sur la diapo, donc usinedufutur@nouvelle-aquitaine.fr. Vous pouvez également trouver des informations sur le site web de notre dispositif, www.usinefutur.fr. Alors, je mets qu'il est en version 2019, effectivement, on est en train de le remettre à jour en fonction des nouvelles données de 2020, mais néanmoins, vous trouverez un petit peu l'historique de l'action régionale concernant l'usine du futur depuis 2014, avec notamment les entreprises, par exemple, qui ont participé à ce dispositif-là. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Il y a peut-être des questions sur le sujet? Ou Oui, pas? effectivement, Vous l'avez tout j'ai un très certain... clair. Oui, non, j'ai un certain nombre de questions, bien que la présentation a été très claire, hein, je confirme. Donc, une première question, est-ce que les grandes entreprises sont éligibles au programme d'aide usine du futur de la région Nouvelle-Aquitaine? Eh bien, bonne question. Oui, alors je l'ai peut-être pas dû le dire. Non, effectivement. Donc, c'est dire donc TPE-PME à partir de 10 salariés, et donc jusqu'à, alors y compris les ETI, mais donc hors grandes entreprises. D'accord. Donc jusqu'à 5000 salariés. Jusqu'à 5000 salariés. Alors, Donc, 1999. est-ce que ceux qui ont déjà eu un diagnostic avec POP peuvent bénéficier d'un diagnostic complémentaire pour les 2 nouveaux axes? Ah oui, exact, bonne question. Alors effectivement, comme je l'ai montré sur une slide au tout début, il y a eu effectivement 3 marchés. Alors, les entreprises qui ont connu POP, donc 2014-2016, effectivement, 2014-2016, ben, on est en 2020, c'était il y a 4 ans. Donc oui, les entreprises qui ont connu POP il y a en 2014-2016 sont éligibles. Voilà, puisque le DIAG à l'époque était très focus performance d'organisation industrielle, était on démarrait, c'était comme ça, oui, très restreinte sur le reste. Maintenant, on est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus générique. Donc oui, je répète, les entreprises qui ont fait le diagnostic usine du futur avec le cabinet POP sont éligibles au nouveau marché, donc usine du futur, qui rentrera en vigueur, qui rentre en vigueur à partir de maintenant. Alors, celles qui ont connu OPO. Alors là, la réponse est non. Celles qui ont connu OPO, alors pourquoi? Ben, c'est tout simplement pour une question de temporalité, parce que le marché actuel n'est pas encore fini finalement. Il s'achèvera dans l'été, et qu'on considère qu'effectivement, des entreprises qui ont connu OPO, bon, ben, pour toute première, c'était il y a 2 ans, 2 ans et demi. Donc, elles le deviendront plus tard, mais pour l'instant, c'est vraiment, ça s'arrête vraiment à celles qui ont connu POP. Et une différence, ou plutôt une nouveauté aussi, s'il y a plusieurs sites industriels, on va dire, ou plutôt une société qui aurait plusieurs filiales, mais toujours au niveau PME, ETI, plusieurs filiales sont autorisées en fait à candidater au dispositif. Alors que jusqu'à présent, on était plutôt assez strict ou réducteur. Bon, là, on considère que plusieurs filiales peuvent postuler pour peu que, en consolidé, on soit toujours dans le registre PME ou ETI. Merci. Donc là, j'ai un pool de questions un petit peu ciblées sur DataBoost. Donc Oui. la première, c'est quelle est la taille des entreprises ciblées pour DataBoost? Pareil, PME, ETI. Alors, un petit complément d'info, puisqu'un webinar pour le parcours de valorisation des données de production DataBoost Manufacturing est organisé le 6 mai de 14h à 15h. Voilà, je fais même de la pub. Une autre question, ma société est positionnée sur la cybersécurité, point important dans la transition numérique. Peut-on proposer un appui dans le cadre de DataBoost pour proposer un accompagnement aux entreprises ou est-ce trop tard? Ou peut-on envisager un CQ Boost un jour?
voilà. Donc, est-ce que c'est encore ouvert ou... Bonne question. Oui, alors non, DataBoost, effectivement, là est plutôt fermé. Néanmoins, la question est pertinente, mais dans ce cas, enfin, on en reparlera peut-être par ailleurs. Je reprendrai peut-être contact avec l'entreprise plutôt, Oui, si vous pouvez me faire passer il n'y a pas de les souci. coordonnées Oui. de la société en question. Oui, oui, pas de souci. Donc ensuite, j'ai confirmez-vous, bon ça je pense que tu as répondu à la question, déjà confirmez-vous qu'une entreprise de 600 personnes, filiale d'un grand groupe, ne peut pas candidater au Oui, programme Usine ouais. du futur. Et oui, consolidé, grand groupe, donc non. Ok, donc après j'ai des questions un peu plus, enfin au-delà du spectre de l'usine du futur. Juste un La détail, région, je oui, rebondis quand même sur la notion de taille, hein. Sachez bien que sur le dispositif usine du futur, aujourd'hui, plus de 50% des entreprises qui rentrent en dispositif usine du futur, ce sont des entreprises qui ont entre 10 et 50 salariés. Euh, et le nouveau programme, voilà, je pense que va également être particulièrement attractif pour cette catégorie d'entreprises-là. Et dit autrement, donc des ETI, finalement, ça représente à peu près moins de, je crois, de mémoire, 15 à 17% des entreprises qui sont retenues dans le parcours, enfin, qui sont rentrées dans le parcours usine futur. Donc, massivement, c'est un dispositif qui est tagué, fléché pour les PME, en fait. merci. Donc hors du cadre usine du futur et plus largement, donc est-ce que la région soutient au titre de l'aide au conseil un projet de transformation d'entreprise visant à favoriser l'innovation continue en stimulant l'intelligence collective à tous les étages, donc adaptation organisationnelle, mise en place d'une boîte à idées, digitale, plan de formation, voilà. Est-ce que ça peut rentrer dans le cadre de l'accompagnement par la région? Bon, alors, je sais pas si Philippe, tu veux reprendre la main, mais je dirais que dit comme ça correspond plutôt à des typologies d'aide de type aide au conseil. Mais encore une fois, c'est plutôt le bénéficiaire. Enfin, l'autre interlocuteur, c'est le bénéficiaire donc l'entreprise qui bénéficie de cet accompagnement, qui peut nous solliciter sur le sujet, oui. Oui, voilà, enfin, je pense que c'est la question, effectivement, vient là de savoir si l'entreprise qui est dans cette démarche va pouvoir bénéficier d'un Tout à fait. accompagnement. Oui, il faut, C'est plutôt l'aide au conseil. ouais, via une aide au conseil, oui, il faudra avoir un peu plus de précision sur la nature du projet, mais c'est les gens, quand il s'agit de transformation en tant que telle, bon, c'est le genre de sujet qu'on peut examiner. D'accord, donc de toute façon, de la même façon que précédemment, on fera le lien, bien sûr, avec les gens qui ont posé les questions. Ensuite, concrètement, comment Neoterra va se traduire pour les entreprises dans les dossiers de demande d'aide? Alors, pour répondre, les choses ne sont pas totalement tranchées. On avait jusqu'ici une approche qui se faisait via les éco-socio-responsabilités, on va dire ça comme ça, pour les montants d'aide qui étaient supérieurs à 200 000 euros, de façon à voir quel était l'effort supplémentaire réalisé par les entreprises par rapport à ce qu'elles faisaient déjà. Au niveau de Neoterra, ce qui est souhaité avant tout, c'est que les entreprises puissent réfléchir à leur façon de produire aujourd'hui. Donc, c'est de voir ce qu'elles peuvent mettre en œuvre aussi bien au niveau du process qu'en termes de produits, hein. C'est des questions qui peuvent tourner autour de l'analyse du cycle de vie du produit. Donc, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas, on a été, je dirais, pour le dire de façon assez directe, un peu stoppé dans notre élan ou légèrement stoppé dans notre élan parce qu'on a été rattrapé par le Covid. Donc, on a conscience que la préoccupation première des entreprises, c'est de pouvoir ou poursuivre l'activité ou démarrer l'activité. Les trésoreries auront été fortement impactées. Donc, on poursuivra les réflexions sur Neoterra, tel que je vous le disais, à la fois sur le process et le produit. Mais voilà, il n'y a pas, pour répondre peut-être à la question, il n'y a pas de critères ou de taux attendus. C'est plutôt quel est l'effort, quelle est la dynamique engagée pour être peut-être davantage vertueuses dans leur production. Merci. Donc, j'ai une dernière question, puisqu'on a un certain nombre de représentants aussi qui font partie du monde académique. Donc, de quelle façon les laboratoires peuvent entrer dans des projets d'innovation en tant que partenaires d'industriels, en tant que sous-traitants? Quelles sont les possibilités qui s'offrent?
Ils le peuvent, hein, on peut être en présence de projets collaboratifs où ils interviennent. Alors après, il faut regarder ce qu'il advient de l'API en tant que tel, parce qu'il y a deux cas de figure où le labo est un partenaire à part entière, où il intervient en tant que sous-traitant. Donc, s'il est sous-traitant, ça rentre dans les dépenses supportées par l'entreprise qui est accompagnée. S'il est partie prenante du projet, il faut que l'on que l'on puisse examiner le sujet en lien avec nos collègues de la direction de la recherche pour voir si c'est un sujet qui n'est pas accompagné par ailleurs, s'il ne fait pas l'objet d'un accompagnement au titre du ressourcement. Voilà, si c'est un projet qui ne peut pas rentrer ou par le biais des appels et manifestations d'intérêt ou des appels à projets que lance la recherche, voilà, c'est ce qu'il faut examiner préalablement. Écoutez, merci. On a fait le tour des questions maintenant. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, je vais vous remercier beaucoup pour vos interventions qui étaient très claires et clore ici ce webinaire. Donc, comme précisé au début, le lien et les documents vous seront envoyés par email. Donc, j'ai plein de questions qui arrivent du coup. Donc, deux dernières questions. Allez, au-delà des aides financières de la région ou des parcours mis en place, y a-t-il d'autres dispositifs d'accompagnement des entreprises dans leur modernisation qui existent ou qui vont exister? Au-delà de soutien financier, bon, la question est vague et vaste, pardon. Après, au-delà de soutien financier, il y a bien évidemment toute l'intervention de l'écosystème hein, que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Comme je le dis souvent, la région ne fait pas tout toute seule avec ses petits bras musclés. Donc, il y a des initiatives, oui, effectivement, ou via l'épaule, de façon à porter à connaissance d'initiatives, je sais pas, de mise en relation, de mutualisation de moyens. Ça se fait peut-être plus par ce biais-là ou via l'agence aussi Aquitaine Développement Innovation. C'est des interventions qui peuvent se faire par ce biais où on souhaite aussi qu'il y ait des synergies, d'où l'émergence de clubs. Tout à l'heure, on évoquait le programme régional Usine Future. L'objectif pour nous, c'est que les entreprises puissent échanger entre elles, qu'il y ait peut-être de la mutualisation sur de bonnes pratiques. Ça peut se faire par ce biais-là. C'est une façon de vous répondre. Alors, je ne sais pas si je réponds pleinement à la question. Si Marc, tu veux compléter peut-être mon propos? Oui, je pensais, enfin, en termes d'accompagnement, je pensais à un objet sur lequel travaille donc l'agence ADI avec son chef de projet Dominique Seban, qui est la plateforme d'accélération Usine du Futur, donc qui est encore liée au programme Usine du Futur. Donc cette plateforme donc en fait vise en fait à simplifier finalement on va dire un petit peu les démarches que peuvent avoir les dirigeants d'entreprise pour trouver de la ressource, pour trouver des accompagnements financiers. C'est véritablement un nouveau portail dont va se doter la région Nouvelle-Aquitaine avec ce pilotage qui est réalisé, cette réalisation qui est faite par l'agence ADI. Donc là, on est en avril. Il y avait d'ailleurs la semaine dernière une réunion qui rassemblait, je crois, une trentaine de partenaires qui vont justement contribuer à la constitution de cette plateforme-là. Donc voilà, sachez que sur 2020, effectivement, vous allez voir apparaître dans le paysage cette plateforme d'accélération usine du futur, destinée là aussi un petit peu à simplifier et les échanges, faciliter finalement la vie du dirigeant pour qu'il puisse trouver rapidement une solution, qu'elle soit financière, que ce soit de la ressource, je dirais, technique, un partenaire, voilà, un partenaire, un sachant en tout cas, qui puisse l'accompagner au plus vite. Donc on va avoir cette structure-là dans le courant de 2020 qui va émerger dans l'écosystème en tout cas néo-aquitain et que croisent les adhérents d'Aerospace Valley d'ailleurs. Oui, c'est clair. Alors, une dernière question pour clore ce webinaire, et elle me paraît vraiment très importante. Est-ce qu'on a déjà une idée des impacts du Covid sur l'intérêt et la capacité des PME pour l'innovation et les projets de R&D?
et notamment en ce qui concerne les investissements en transition numérique. Est-ce qu'elles vont plutôt reporter leurs projets? Est-ce qu'on sent qu'il y a quand même une implication qui va perdurer? Quels sont vos retours? C'est difficile, honnêtement, c'est difficile de répondre à cette question aujourd'hui. Mais ma vision n'est que partielle, hein. On a conscience que les entreprises jusqu'ici font un peu le dos rond, qu'elles ont mis en place les mesures qu'elles pouvaient mettre en place en matière de chômage partiel, de négociation ou d'application du moratoire avec leurs établissements bancaires, de mise en place de prêts un peu spécifiques. Donc, elles se sont focalisées sur ces sujets. Se sont également organisées de façon à sécuriser aussi leur outil de production, la sécurité aussi et la santé des salariés sur les sites. On continue à avoir des projets qui étaient peut-être dans les tuyaux, qui seront inscrits aux prochaines commissions permanentes. Il y a quelques projets qui arrivent, donc voilà. Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Je dirais que pour l'instant, on a du mal à le mesurer encore pleinement. Après, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a un peu le retour d'expérience de la crise 2008-2009 où avant que les entreprises sortent de cette ornière à l'époque, on en a entendu parler en 2010-2011 et on avait le sentiment que voilà, elles avaient traversé la crise et que ça allait un peu mieux à partir de ces années 2011-2012. Donc là, on a été frappé de plein fouet par une crise assez importante qui va pénaliser la trésorerie des entreprises. Donc, c'est difficile de répondre. Ça risque peut-être de geler certains projets, d'en différer certains, mais pour peu qu'il y ait des marchés qui soient là, qui se confirmeront, je pense que les projets de R&D poursuivront la dynamique qui était la leur jusqu'ici. On a quand même accompagné énormément de projets. Je n'ai pas cité de chiffres tout à l'heure, mais parfois, les aides à la R&D pouvaient représenter par le passé 50% en termes de valeur, hein, pouvaient représenter 50% des projets accompagnés. Donc, il y a une forte tendance pour les entreprises à aller sur ce type de thématique. Mais pardon, après, bon, je suis désolé de ne pas pouvoir être plus précis, mais c'est délicat. Ça n'a pas été encore mesuré pleinement. Merci pour cette réponse très claire et très complète. Donc, on va s'arrêter là. Il reste quelques questions. Je pense que malheureusement, on n'a pas le temps de les traiter. Dans tous les cas, je transmettrai vos questions aux intervenants et vous aurez une réponse. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à tous, à la fois pour vos interventions et d'avoir suivi ce webinaire jusqu'à présent. Donc je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.